Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Lorsque je suis arrivé au ministère, on m'a rendu un rapport qui est classifié, qui est confidentiel. Ce rapport, je vais le déclassifier. Il porte sur la stratégie des frères musulmans. Il trouve des complices à l'extrême gauche. Ceux qui ont fait de l'antisionisme leur fonds de commerce politique. L'islamisme qui aujourd'hui, je le dis solennellement, se comporte comme le fasciste d'hier. Bruno Retailleau donc entend faire déclassifier donc ce rapport du ministère de l'Intérieur sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans, une organisation, un monde opératoire visant à faire basculer toute la société dans la charia. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans ce rapport. Alors parlons vrai. Voulez-vous que les noms de ceux qui fricotent, on va dire ça comme ça, avec les frères musulmans soient dévoilés en public? Et à cette question, avons-nous fermé les yeux sur l'entrisme des frères musulmans? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter, auteur depuis 2005 de plusieurs livres enquêtes sur la stratégie d'infiltration des frères musulmans, dont le dernier, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, et aux éditions du CERF. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Alors, c'est très intéressant d'abord de répondre à cette question pertinente, parce que, comment dirais-je, j'avoue non pas mon ignorance, je m'intéresse à ce qui se passe en France et aux menaces qui pèsent sur notre pays, mais parfois j'entends parler de la menace que représenteraient les frères musulmans, mais je devine bien pourquoi certains ne parviennent pas à être quotidiennement totalement convaincus, parce qu'il me semble que l'habilité de ces frères musulmans, c'est de menacer notre pays, mais de manière subtile, insensible, quotidienne, par des petites choses apparemment, rien de massif ni d'aveuglant, mais je suis persuadé que cet entrisme qui va être révélé par ce rapport déclassifié est extrêmement dangereux, précisément parce qu'il prend l'apparence d'une sorte d'innocuité et de tranquillité dans notre pays qui permet précisément ce qu'il menace. Virginie Calmet. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Il y a ce côté un peu sournois, on va le dire comme ça. Si j'ai bien lu sur ce rapport, ce dont on parle, c'est quand même 140 lieux de culte, donc oui, c'est pas rien quand même. Donc c'est pas totalement sournois non plus, d'où le fait de votre excellente question de savoir si on n'a pas fermé les yeux, c'est-à-dire à un moment donné, dormez braves gens, on s'en occupe pas vraiment. Et puis, moi j'ai une remarque concernant le sport, parce que là, objectivement aussi, c'est bien qu'on a voulu fermer les yeux, on peut pas totalement ignorer ce qui se passe dans un certain nombre de clubs sportifs qui sont effectivement à un certain moment, je dirais noyautés, si on peut employer ce mot-là, par voilà, des tendances qui, alors je suis pas assez, je suis pas capable de dire si ce sont les frères musulmans, mais on sent en tout cas une volonté et notamment par le sport, parce que le sport, c'est un lien qui justement permet de toucher une génération, mais de toute origine, et on sent qu'il y a quand même une volonté d'imposer, si ce n'est la charia, mais en tout cas une ouverture d'esprit sur la charia. Et ce qu'il faut dire, c'est que 99,99% de nos amis musulmans vivant en France n'ont rien à voir avec les frères musulmans. Moi, j'insiste là-dessus. Oui, il faut déclassifier. Oui, l'angélisme des politiques depuis 30 ans, c'est inacceptable. Moi, je vis à Marseille et je vois ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille. Quand il y a eu le débat sur le mariage homosexuel, faut se rappeler, avant les municipales, j'ai vu et j'ai entendu dans les quartiers nord certains qui combattaient le gouvernement socialiste à l'époque en disant il n'est pas question que sur notre terre il y ait un mariage homosexuel. Et cette petite musique sournoise rentre dans les têtes des gens. Je pense à la semaine dernière, j'étais pas là, mais l'histoire de ce rabbin qui a été insulté par ce jeune Marocain, on lui a craché dessus. À Orléans, ce jeune Marocain a entendu cette petite musique. Est-ce que c'est la petite musique de LFI? Est-ce que c'est une petite musique qu'il a entendue dans une mosquée, dans sa famille? C'est sournois. Parce que les frères musulmans est
une organisation non pas religieuse uniquement, mais une organisation politique. Et l'organisation politique, on doit lui répondre politiquement. C'est pour ça que, je vous le répète, 99% des musulmans n'ont rien à voir avec les frères musulmans et vivent en paix sur notre territoire. Simplement que le 1% qui reste, qui écoute les frères musulmans, est une organisation politique qui se développe en France. Et je le vois, moi, tous les jours. Et je le sens. Combien de nos amis professeurs aujourd'hui n'osent plus aborder des thématiques dans les lycées, dans les collèges? Combien d'éducateurs spécialisés, vous savez, on en a parlé dessus, n'osent plus aller dans certaines cités des quartiers nord et ne serrent plus la main des femmes. Et serrent plus la main. Ouais, toute cette petite... Mais je répète, votre 99,1%, je ne sais pas d'où vous sortez. Mais on a quand même eu des chiffres très alarmants sur le fait que quand on demandait, voyez, notamment à des jeunes qui plaçaient la charia au-dessus des règles de la République. C'était 34% des jeunes. Quand je les amis, on a un invité. Bien sûr. Voilà. Allez, je ne sais pas par rapport au chiffre, mais en tout cas, voilà, il faut... On a un invité. Non, mais l'idée, c'est... S'il vous plaît. Emmanuel Razavi est avec nous. Bonsoir Emmanuel Razavi, qui lui, forcément, a enquêté sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Philippe Bilger a raison. En fait, l'organisation des Frères musulmans, c'est une organisation politico-religieuse et terroriste. Elle a été créée en 1928 en Égypte, par le grand-père d'ailleurs de Tariq Ramadan, qui s'appelait Hassan al-Banna. Et moi, je suis allé en Égypte, j'ai enquêté beaucoup, j'ai rencontré le vice-guide de la confrérie en fait, en Égypte pour un livre il y a quelques années, il y a 20 ans, qui s'appelait Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda. Pourquoi ? Parce que Ben Laden a été formé par les Frères musulmans, son mentor Abdallah Azzam était l'un des théoriciens phares de l'organisation des Frères musulmans, et que les Frères musulmans, on les retrouve, si vous voulez, comme matrice aujourd'hui des organisations terroristes djihadistes contemporaines, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ils ont une deuxième facette, qui est une facette, en fait, effectivement, politico-religieuse, et l'entrisme est une de leurs spécificités. Le principe, et je racontais ça il y a 20 ans, c'est d'intégrer des associations, d'intégrer des institutions. En général, leurs jeunes recrues font beaucoup d'études. Il ne faut pas du tout avoir l'image de terroristes avec une Kalachnikov. Ce sont des gens en costard qui, en général... Les jeunes frères musulmans, moi, que je vois d'ailleurs au Moyen-Orient, ou que je vois au Maghreb en général, d'ailleurs, ils sont sympas parce qu'ils sont en t-shirt, en jean, ils sont comme un jeune aujourd'hui, je dirais français. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce qu'ils défendent, et c'est dans leur charte constitutive, c'est l'organisation de la société autour des valeurs de l'islam, autour de la charia, c'est-à-dire autour des lois musulmanes, mais des lois fondamentalistes, si vous voulez. Et c'est un vrai sujet. Ils ont percé, en fait, en Europe. Pourquoi ? Parce que contrairement aux salafistes dont vous parliez tout à l'heure, chère Cécile, eux, ils sont en phase avec le progrès technologique. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un ordinateur, ils vont utiliser une voiture, ils ne vont pas empêcher leurs femmes de travailler. Néanmoins, ils ont exactement les mêmes revendications qui sont d'établir un califat mondial. C'est-à-dire qu'ils sont contre le système démocratique tel que nous le connaissons en Occident, très clairement. Et ce que je vous dis là, je n'invente pas. Mes enquêtes, vous savez, je les enregistre en général, et les rares personnes qui ont osé en fait me dire le contraire de ce que je disais, j'ai des années et des années d'enregistrement, et ce sont des frères musulmans qui expliquent ça, et les plus hauts gradés, je les ai rencontrés, les plus hauts cadres de la confrérie, je vous l'ai dit, en Égypte, au Pakistan, y compris en Europe, en Angleterre, etc. Le vice-guide de la confrérie, Mohamed Habib, il y a 20 ans, m'avait montré une carte de leur implantation. Il y avait presque 80 pays dans lesquels ils disaient être, parmi lesquels la France, avec une représentation que l'on connaît, qui était l'Union des organisations islamiques de France, qu'on a laissé essaimer. L'une de vos intervenantes a dit très justement tout à l'heure on parlait de 150, 160 lieux de culte. Mais c'est Virginie Calmels. Elle a raison sur le chiffre. Virginie Calmels, vous avez raison, madame, mais c'est encore plus si vous comptez les librairies islamiques, si vous comptez en fait les associations culturelles qui sont parfois en fait des associations culturelles cachées. Et je vous dis ça, moi je suis pas un analyste, je suis un reporter, je suis grand reporter. J'ai commencé mes premières enquêtes à l'époque pour le Figaro Magazine. Ça m'a permis de faire des livres, de faire des documentaires pour Arte. Pour vos auditeurs, sachent d'où je parle. J'ai la chance de travailler avec des grands magazines, en général, des chaînes de télévision qui suivent les enquêtes. Tout a été raconté par moi comme d'autres. Je pense d'ailleurs à mon confrère qui est très brillant, Michael Prazan. Nous avons raconté, nous avons dit les choses depuis 20 ans. Personne n'en a tenu compte au sein de la classe politique. Et pardonnez-moi, moi je fais pas de politique, je suis un garçon de terrain. Je suis d'origine iranienne, je le dis pour vos auditeurs. Je suis assez décomplexé sur l'histoire de il faut pas critiquer l'islam ou pas critiquer l'islamisme. On s'en fout. À un moment donné, si vous voulez, il y a un danger qui menace la société. Il faut dire les choses. Moi, vous savez, 70% de ma famille est de confession musulmane. Donc, je parle de façon assez cash et assez décomplexée. Philippe David le sait, on se connaît bien. D'accord ?
à un moment, d'accord, quand on a alarmé les journalistes. Nous sommes sous menace de mort. Je suis menacé de mort. Les chercheurs comme Florence Bergeau-Blaclair, qui a fait un travail très brillant, j'ai assisté à une de ses conférences il y a quelques semaines avant de partir en reportage, est menacée de mort. Elle est sous, garde des policiers. La vraie question aujourd'hui, on sait tout, on va déclassifier un rapport, Bruno Retailleau a raison, je trouve que c'est le Premier ministre de l'Intérieur que je vois faire ce qu'il dit, et ça c'est important. Il n'y en a eu aucun avant lui, aucun qui ait fait quoi que ce soit. Ils nous ont tous écoutés, mais ils n'ont rien fait. Moi je le sais dans des enquêtes que je suis en train de mener en ce moment, il agit. Par lâcheté? Comment? Par lâcheté, ils n'ont rien fait? Par électoralisme, par relativisme, par... Écoutez, vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a un maire d'une grande ville que j'ai interviewé il y a des années sur ses liens avec un frère musulman. Il m'a répondu « Ah oui, mais il est sympathique, et puis bon, il faut pas... » C'est comme ça, on ne veut pas, on a toujours peur quand... On a toujours une excuse, c'est ça. De s'attaquer en fait aux musulmans, mais les frères musulmans, c'est pas des musulmans, ce sont des islamistes. Ce sont, encore une fois, pour vos auditeurs, je le dis, les gens qui ont inspiré, moi j'ai lu les textes des frères musulmans, ils ont inspiré la doctrine d'Al-Qaïda. La République islamique d'Iran, j'en parle, moi j'ai eu ma famille qui a été persécutée par les mollahs, ils sont chiites, on dit toujours oui, il n'y a pas de frères musulmans en Iran, c'est faux. L'ayatollah Khomeini, quand il a créé la République islamique d'Iran, il s'est inspiré des théories des frères musulmans sunnites égyptiens. Il appartenait à une organisation qui s'appelait les frères musulmans iraniens, les Fédéines et l'Islam. Ce que je veux vous dire par là aujourd'hui, c'est que si on veut éviter que la France devienne ce qu'a été l'Iran, on va encore me dire que comparaison n'est pas raison, il faut vraiment se préoccuper du sujet, c'est très grave. Il faut écouter les gens comme Michael Prazan, Florence Bergeau, ou moi-même, qui suis un garçon, encore une fois, un reporter de terrain, parce que ce qu'on vous raconte, c'est probablement en dessous de la réalité. Restez avec nous, 0826 300 300, Bruno qui est avec nous, oui. On arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Bruno, quelle question pour Emmanuel Razavi? Eh bien, ça va être très simple. C'est qu'en fin de compte, les religions, en général, toutes les religions ont toujours été écrites par des hommes. Et donc, la première personne qu'on soumet à une religion et qui doit être obéissant, c'est les femmes. Et en général, voilà ce qui arrive, voilà ce que ça crée, des frustrations, des gens brimés, des femmes qui ne peuvent pas être libres d'elles-mêmes. On voit en Iran qu'elles ont enlevé leur voile au pire de leur vie. En France, ce n'est pas le cas pour elles. Mais j'aimerais que les sœurs musulmanes prennent le manche de ce sujet et disent, nous en tant que femmes musulmanes, on refuse de porter ça, on ne veut plus ceci. Et messieurs les musulmans, que vous avez un livre épais, plus épais peut-être même que le code pénal, et pourtant le code pénal est républicain, ce livre ne va pas dicter réellement la vie en général, parce que ce livre a été écrit il y a très longtemps, et que par des hommes. Comme toutes les religions en général. Merci Bruno. Voilà, restez avec, simplement ça. Restez avec nous, Bruno. Philippe Bilger. Emmanuel Razavi, est-ce que ce qui est le gros problème, c'est que on ne parvient pas une seconde à croire que les frères musulmans, malgré cette idéologie terriblement menaçante, pourront un jour totalement mettre la France dans l'état qu'ils souhaitent? Est-ce que il n'y a pas une naïveté presque inévitable, dont moi-même je suis porteur, qui leur donne de la force? Emmanuel Razavi, et pour répondre à Philippe Bilger et à Bruno, est-ce que ce que décrit Bruno, c'est pas les accommodements raisonnables comme au Canada? Mais bien sûr, il y a ça d'une part, mais les accommodements raisonnables, ils reposent sur l'électoralisme. Pour répondre en fait à Philippe, qui a absolument en fait raison, je pense qu'il y a quand même une chose, si vous voulez, qui s'est passée en France depuis une trentaine d'années, c'est que comme ces gens-là ne correspondaient pas à l'image qu'on avait du djihadiste, qu'ils étaient en costard, qu'ils étaient capables d'avoir, ils sont très éduqués, ils font des études poussées comme je vous l'ai dit, on n'a pas voulu croire. Moi, vous savez, j'appelle ça le syndrome d'Otto Abetz. Vous savez, cet ambassadeur allemand qui, à la fin des années 30, venait approcher des gens importants en fait à Paris, et personne n'imaginait qu'il était en train de faire le lit du nazisme en fait à Paris. On a vu ce qui s'est passé quelques années plus tard. C'était le patron du contre-espionnage allemand d'ailleurs. Et je le dis à dessein. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, depuis les années 80, il s'est passé exactement ça avec les frères musulmans et une approche systématique, si vous voulez, des pouvoirs publics, des hauts responsables des pouvoirs publics. Et si le rapport est déclassifié, je peux vous dire qu'on va avoir des vraies surprises, parce qu'on va avoir des noms qui sont assez surprenants.
Donc j'espère que Bruno Retailleau va vraiment le faire, mais je lui fais confiance pour le faire. Vous avez vu quelque chose? Vous avez vu ce dossier? Alors, si vous dites qu'il y a des noms surprenants, c'est que vous avez... Ouais, d'accord. Mais c'est que oui, j'ai des informations, mais je considère que c'est pas à moi, si vous voulez, de remplacer le ministre. Absolument. Et c'est pas ce que je vous demande. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Lisez mes livres, mais dans mes livres, je crois qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités aussi, beaucoup d'organisations. Mais je reviens sur ce que dit Philippe, parce que c'est fondamental ce qu'il dit. C'est qu'en fait, exactement, on ne croit pas, parce que les gens qu'on a en face de nous, en fait, sont enjôleurs. C'est une logique très orientale. Je suis oriental, je peux vous en parler. C'est qu'on essaye toujours de faire en sorte d'aller dans votre sens. Puis à un moment donné, on vous dit « Ah oui, mais alors quand même, en face de ça, moi j'aimerais bien que vous me construisiez un centre culturel, une mosquée, etc. » Moi, j'ai rien contre les mosquées, j'ai rien contre les religions, je les respecte toutes, très clairement. Mais le voile dont parlait votre auditeur à l'instant, pourquoi les Iraniennes se sont rebellées contre le voile en Iran ? D'accord ? Parce qu'elles ont considéré que c'était le pilier. Je vous explique. En 1979, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il considérait que le voile, c'était le moyen, en fait, d'instaurer l'islam partout, de le rendre visuel, parce que le voile n'était plus obligatoire en Iran, donc les rues, les avenues, les magasins, etc. C'est la doctrine des frères musulmans. Il s'est inspiré de ça, Khomeini. Et aujourd'hui, ce voile, en fait, qu'on ne cesse de voir se développer en France, un peu partout, répond à la même doctrine. C'est pas le voile de nos grands-mères. Encore que moi, la mienne, sincèrement, elle l'a portée en Iran parce que la pauvre, elle était obligée. Voilà. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce que partout où la liberté des femmes recule par l'asservissement, notamment en fait du foulard islamique, d'accord, en général, le totalitarisme islamiste, et je pèse mes mots, augmente. Et c'est pas parce que, comme disait d'ailleurs très justement Philippe, ces gens-là apparaissent très fréquentables, qu'ils le sont. Absolument. C'est encore une fois ce que j'appelle le syndrome d'Otto-Abetz, mais avec les islamistes. Merci mille fois Emmanuel Razavi pour cette explication, en tout cas toujours très passionnante, un grand reporter et auteur de ce livre que vous pouvez lire, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Merci aux éditions du Cerf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici le bienvenu, vous le savez, hein, vous êtes quand même comme à la maison, Emmanuel Razavi. Vous restez avec nous. Dans un instant, on récupère Bruno et c'est le qui c'est qui l'a dit. Le problème, c'est que Virginie Calmels avait oublié un peu le principe. J'ai peur qu'elle se prenne une volée, là, tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai.